J'ai lu ma condamnation à mort sur son téléphone portable. C'était prévu pour le lendemain. Alors, cette nuit-là, c'est moi qui ai exécuté la première. La lumière bleutée de l'écran illuminait mes mains tremblantes dans l'obscurité de notre chambre. Il était 23 heures, le 15 mars 2013. Sékou avait oublié son téléphone en charge sur la table de nuit avant de partir en voyage à Bouaké. Un message venait d'arriver. « Tout est prêt pour demain soir ?» Mes doigts se sont déplacés presque par instinct, déverrouillant l'écran. Ce que j'ai trouvé dans cette conversation avec un numéro que je découvrirai plus tard être celui de son frère Oumar. Ce que j'ai lu dans ces messages a tout changé. L'assurance est mise à jour, 50 millions de francs CFA. Vendredi soir, elle prend toujours du vin. Une demi-bouteille d'ambien dissoute. Simulation de suicide, historique de dépression déjà documenté. Et le dernier, demain 16 mars dans la soirée. Ensuite, je dis que je suis arrivé et que je l'ai trouvé. Mon nom est Awa Konaté Diallo. J'ai 42 ans. Cela fait 12 ans que je suis enfermé à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. J'ai été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir tué mon mari, Sékou Diallo. 60 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a dit que j'aurais dû attendre. Attendre quoi exactement? Ma propre mort? J'aurais dû lui donner l'opportunité d'accomplir son plan parce que c'est exactement ce que c'était. Un plan détaillé, méticuleux, conçu pour ressembler à un suicide, pendant que lui avait un alibi parfait à 350 km de distance. Je devrais être morte, enterrée depuis 2 ans avec une autopsie qui aurait conclu à une surdose de médicaments, suicide probable, historique d'instabilité émotionnelle. Mais c'est lui qui est enterré, et moi qui suis ici, dans cette cellule de 3 mètres sur 4, partageant l'air vicié avec 7 autres femmes, comptant les jours qu'il me reste. 48 ans de plus si je vis jusqu'à 90 ans. L'ironie est si amère que parfois elle me brûle plus que l'odeur d'humidité de ces murs. On m'a condamné pour m'être défendu préventivement, pour avoir choisi ma vie au lieu de faire confiance à un système qui m'avait fait défaut chaque fois que j'avais demandé de l'aide. Pour ne pas avoir été la victime parfaite, la femme morte que tout le monde peut pleurer sans inconfort moral. Laissez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Parce que quand j'aurai fini de vous raconter ce que j'ai trouvé dans ce téléphone, ce que j'ai vécu pendant des années avant cette nuit-là, et ce que le juge a décidé d'ignorer, vous aurez besoin de parler à quelqu'un de cette histoire. Vous aurez besoin de vous demander « Qu'auriez-vous fait, vous, avec 15 heures avant votre propre mort programmée ?» Mais pour comprendre cette nuit-là, pour comprendre pourquoi mes mains ne tremblaient plus quand j'ai pris la décision, vous devez savoir comment tout a commencé. Vous devez voir le mariage parfait que tout le monde enviait, la vie normale, ordinaire, que n'importe lequel d'entre vous pourrait être en train de vivre en ce moment même. J'ai rencontré Sékou Diallo en 2003 lors d'une fête chez un ami commun dans le quartier de Zone 4. J'avais 21 ans. Je venais de terminer mes études de pharmacie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Lui avait 24 ans, fraîchement diplômé en génie civil de l'Institut national polytechnique, avec cette assurance qu'ont les hommes qui savent exactement ce qu'ils veulent de la vie. Il était beau, je ne vais pas le nier. 1,80 m, corpulence athlétique, un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Mais ce qui m'a vraiment attiré, c'était sa façon de m'écouter. À une époque où les hommes interrompaient constamment, Sékou me posait des questions sur ma carrière, mes projets, mes rêves. Il me faisait me sentir importante. Nous nous sommes mariés en 2004, 1 an plus tard. Mariage simple dans la cour de la maison de ma mère, Mariam, à Yopougon. Elle était veuve depuis que j'avais 15 ans. Mon père était mort d'une crise cardiaque alors qu'il travaillait dans son atelier de mécanique. Maman travaillait comme couturière pour nous faire vivre, moi et mon frère cadet. Elle m'a toujours dit « Étudie, ma fille, pour ne jamais dépendre d'un homme pour manger ». Si seulement j'avais mieux écouté cette deuxième partie. Les premières années ont été bonnes, vraiment bonnes. J'ai trouvé du travail dans le groupe de pharmacie CFAO, d'abord comme pharmacienne assistante dans la succursale de Cocody. Sékou travaillait dans une entreprise de BTP moyenne, principalement sur des projets de logements sociaux.
nous avons loué un petit appartement à Marcory, un endroit lumineux au 3e étage, avec vue sur un parc où les dimanches, les familles emmenaient leurs enfants jouer. Fatoumata est née en 2006. Accouchement naturel, 8 heures de travail, 3,2 kilos de perfection fripée et pleurnicheuse. Je me souviens de ses coups pleurant quand il l'a tenue pour la première fois, ses mains énormes tenant ce petit corps avec une délicatesse qui m'a fait l'aimer encore plus. « Je vais toujours la protéger », a-t-il dit. « Vous deux. Personne ne vous fera jamais de mal. » À ce moment-là, j'ai cru chaque mot. 2 ans plus tard, nous avons acheté notre maison. Une petite maison de 2 étages à Cocody, près du jardin botanique, dans une rue tranquille bordée de flamboyants qui, au printemps, peignaient tout en rouge orangé. 3 chambres, un petit jardin où Fatou pouvait jouer, une cuisine avec un comptoir pour le petit déjeuner où chaque matin nous prenions notre café pendant qu'elle mangeait ses céréales en regardant des dessins animés. La vie que tout le monde est censé vouloir, la normalité qui fait croire à la sécurité. Sékou était ce qu'on appelle un homme bien en termes sociaux. Travailleur, ne buvait jamais avec excès. Il assistait à toutes les réunions scolaires de Fatou, aidait aux devoirs quand il rentrait du travail. Les dimanches, nous allions manger chez ma mère à Yopougon. Fatou courait entre les étals du marché pendant que nous achetions légumes et viande pour le poulet braisé. Lors des fêtes de fin d'année, nos voisins commentaient quel couple solide nous formions. « Vous êtes l'exemple, » disait Tanti Adjoa, la voisine d'en face. « De nos jours où tout se jette, vous montrez que le mariage peut fonctionner. » Si seulement ils avaient vu ce qui se passait quand nous fermions la porte. Mais même moi, j'ai mis des années à le voir. Parce que ça n'a pas commencé comme de la violence. Ça a commencé comme de l'attention. « Tu parlais avec qui ?» demandait-il quand je raccrochais un appel. Pas sur un ton accusateur, mais curieux, presque désinvolte. « Avec Aminata de la pharmacie, » répondais-je. « Ah, celle qui a un copain. De quoi vous avez parlé ?» Des questions normales entre couples, pensais-je. Un intérêt sincère. « Cette robe te va à merveille, » disait-il en me regardant me préparer pour sortir avec des amis. « Même si tu ne trouves pas qu'elle est un peu courte, je ne veux pas qu'on pense que ma femme a besoin de l'attention d'autres hommes. » Il le disait en souriant, en me donnant un baiser sur le front. Et moi je me changeais parce qu'il avait raison, c'était du respect pour notre mariage. « Ta mère a toujours des commentaires sur la façon dont j'élève Fatou, » mentionnait-il après les repas du dimanche. « J'ai l'impression qu'elle ne me fait pas confiance comme père. » Et peu à peu, les visites à Yopougon se sont espacées. De chaque dimanche à tous les 15 jours, puis une fois par mois. Maman appelait pour demander si tout allait bien. « Oui, maman. C'est juste qu'avec le travail, c'est difficile. » Un mensonge auquel je me faisais croire moi-même. Le contrôle financier a commencé de façon pratique. J'ai ouvert un compte joint, a-t-il annoncé un soir de 2011. Pour les dépenses de la maison, ce sera plus facile de tout gérer ensemble. Ça avait du sens. Nous étions mariés. Pourquoi garder tout séparé? Peu à peu, mon salaire allait directement sur ce compte. Il gérait les cartes. Ne t'inquiète pas pour ça. Je m'occupe des finances. Toi, concentre-toi sur ton travail et sur Fatou. Et ainsi, sans m'en rendre compte, il m'enfermait. Fatou avait 7 ans quand les choses ont commencé à changer de façon plus visible. C'était en janvier 2012, précisément. On m'a proposé une promotion à la pharmacie. Superviseur régional. Cela signifiait un meilleur salaire, une voiture de fonction, des visites dans différentes succursales. Je suis rentrée à la maison enthousiaste, avec la lettre d'offre dans les mains et un sourire qui ne tenait pas sur mon visage. « Sékou, Sékou, regarde !» ai-je crié depuis l'entrée. Il était dans le salon en train de regarder un match de football. L'ASEC contre l'Africa Sports. Fatou faisait ses devoirs dans la salle à manger. Il s'est levé, a pris la lettre, l'a lue en silence. L'atmosphère a changé. Je l'ai senti sur ma peau, comme quand la température baisse avant un orage. « Superviseur régional », a-t-il dit finalement. Sa voix était plate, contrôlée. Ça veut dire voyager, n'est-ce pas? Oui, mais seulement dans le district d'Abidjan, rien en dehors de la ville. 2 ou 3 jours par semaine au maximum. Et Fatou, qui va la chercher à l'école? Qui sera là quand elle sera malade?
Eh bien, on peut s'organiser, ou ma mère peut t'aider certains jours. Quelque chose a changé dans ses yeux, une obscurité que je n'avais jamais vue avant. Ta mère, a-t-il répété. Bien sûr, toujours ta mère qui se mêle de notre famille. Tu ne trouves pas que tu dépends déjà trop d'elle? De quoi tu parles? On la voit à peine. Oui, exactement. Sa voix a monté. Fatou a levé les yeux de son cahier, effrayé. On la voit à peine. Et tu veux déjà qu'elle élève notre fille pendant que toi tu joues à la femme d'affaires. Je ne joue à rien. C'est ma carrière. Ta carrière? Il a ri. Mais ce n'était pas un rire de joie, c'était du mépris. Ta carrière, c'est d'être mère et épouse. Le reste, c'est un passe-temps que je te permets d'avoir. Mais si tu vas négliger ta famille pour de l'ambition... Il n'a pas terminé sa phrase. Il a marché vers la cuisine, a pris une assiette dans l'égouttoir et l'a fracassée contre le sol. Le bruit du verre qui se brise a fait crier Fatou. Je suis resté paralysé, la lettre encore dans la main, regardant les morceaux éparpillés sur le carrelage. « Papa !» La voix de Fatou était un fil tremblant. Sékou s'est agenouillé à côté d'elle immédiatement, se transformant. Sourire doux, voix calme. « Pardon, ma princesse. Papa est stressé par le travail. Ce n'est rien. Pourquoi tu n'irais pas dans ta chambre finir tes devoirs pendant que maman et moi on discute ?» Elle a hoché la tête, ramassant ses affaires avec des mains tremblantes. Elle m'a regardé avant de monter les escaliers. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé. De la peur. Ma fille avait peur de moi, comme si j'étais responsable de la colère de son père. Quand elle a été en haut, Sékou s'est approché. Il m'a prise dans ses bras. Il sentait son eau de toilette habituelle, cet arôme qui avant me tranquillisait. « Pardonne-moi », a-t-il murmuré contre mes cheveux. « C'est que j'ai peur de te perdre toi ou Fatou. Vous êtes mon monde entier. Et quand je pense que tu vas être moins à la maison, je ne vais pas te quitter, Sékou. C'est juste du travail. » Je sais. Il m'a embrassé sur le front. Prends la promotion si tu veux. Mais réfléchis bien si ça vaut la peine de sacrifier du temps avec ta fille pour de l'argent. Je gagne assez pour nous deux. J'ai refusé la promotion la semaine suivante. C'était la première de nombreuses décisions que j'ai prises pour maintenir la paix. Pour ne plus casser d'assiette, pour que Fatou ne me regarde plus avec peur. Mais refuser cette promotion n'a rien arrêté. Ça n'a fait que retarder l'inévitable. En mars 2012, il a commencé à vérifier mon téléphone. « Fais-moi voir », disait-il pendant le dîner. « Je veux juste voir les photos que tu as prises de Fatou aujourd'hui au parc. » Et pendant qu'il regardait les photos, ses doigts glissaient vers mes messages. « C'est qui ce numéro ?» demandait-il en montrant un message du travail. « Ibrahim du dépôt », répondais-je. « Et pourquoi il t'écrit si tard ?»« Il était 20 heures, Sékou. Heure de travail. » 20 heures, c'est déjà tard. Pourquoi un homme t'écrit le soir? J'ai commencé à effacer les messages, à mentir sur mes interlocuteurs. Non pas parce que je faisais quelque chose de mal, mais parce que c'était plus facile que d'affronter l'interrogatoire. En avril, il m'a demandé les mots de passe de Facebook et Instagram. Les couples ne doivent pas avoir de secret, a-t-il justifié. Si tu n'as rien à cacher, pourquoi ça te dérange de partager tes mots de passe? Il avait un point, pensait ma moi naïve. Je les ai partagés. Une semaine plus tard, il avait supprimé 3 collègues masculins de mon Facebook. Il te draguait sur les photos, a-t-il expliqué. Il mettait « Tu es magnifique » et ses émojis. Je ne vais pas permettre que d'autres hommes harcèlent ma femme. Ce n'était pas du harcèlement. C'était des commentaires normaux. Mais j'ai appris à ne pas discuter. En juin, j'ai vérifié mon compte bancaire personnel, celui que je gardais encore séparé avec mes économies d'avant le mariage. Il y avait 500 000 francs CFA que je mettais de côté pour un voyage en famille. Il ne restait plus que 100 000. Sékou, l'ai-je confronté ce soir-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent de mon compte? Je l'ai transféré sur le compte joint. On devait payer les impôts fonciers et l'assurance de la voiture. Mais c'était mon argent, mes économies personnelles. Ton argent. Son expression s'est durcie. Ton argent. Tout ce que nous avons est à nous. Ou alors tu vas commencer avec ces idées féministes que tu as besoin d'indépendance financière.
Tu prévois de me quitter? Non, j'aurais juste aimé que tu me préviennes. Je te préviens maintenant. Change les codes pour que j'aie un accès complet. Nous sommes mariés, Awa. Comportons-nous comme tels. J'ai changé les codes le soir même. En septembre, il m'a suivi. Je ne l'ai su que quand il est arrivé à la pharmacie pendant mon service et a confronté Moussa, le gérant, en pleine rue. « Éloigne-toi de ma femme !» lui a-t-il crié en le poussant contre le mur du parking. Moussa, un homme gai de 50 ans, heureusement marié avec son compagnon depuis 20 ans, ne comprenait rien. « Monsieur Diallo, je suis juste son chef. »« Je m'en fiche. J'ai vu comment tu la regardes. » J'ai dû courir pour les séparer, m'excuser 1000 fois. Moussa a été compréhensif, mais inquiet. « Awa, si tu as besoin d'aide, » a-t-il commencé. « Non, non, tout va bien. C'est un malentendu. Le stress de son travail. » Des excuses qui étaient déjà devenues automatiques. L'opportunité de promotion qu'on envisageait pour moi, depuis que j'avais refusé la précédente, s'est évaporée. Situation familiale compliquée, ont-ils écrit dans mon dossier. Comme si j'étais le problème. Novembre. C'est là que la porte s'est refermée complètement. Littéralement. Je suis rentré après le service du soir. 23 heures. Ma clé n'entrait pas dans la serrure. J'ai sonné. Sékou a ouvert en souriant. « J'ai changé les serrures », a-t-il annoncé comme si de rien n'était. « Pour la sécurité, il y a eu des cambriolages dans plusieurs maisons du quartier. » Il m'a remis une seule copie. « Voici la tienne. Ne fais pas de double, il n'y en a que 2, la mienne et la tienne. » Et si Fatou a besoin d'une? Elle a 8 ans, elle n'a pas besoin de clé. Il y a toujours quelqu'un à la maison quand elle rentre de l'école, non? C'était un test déguisé en question. Oui, bien sûr. Parfait. Prends bien soin de cette clé, c'est la seule que tu auras. Le contrôle était absolu. Maintenant, je ne pouvais inviter personne sans qu'il le sache. Je ne pouvais pas sortir et oublier mes clés au travail comme c'était arrivé avant. Cette unique clé est devenue un symbole. Mon accès à ma propre maison dépendait de sa permission. Les visites à ma mère sont devenues impossibles. « Elle te met des idées dans la tête », disait Sékou chaque fois que je mentionnais aller la voir. « La dernière fois qu'on y est allé, tu as passé toute la semaine à me remettre en question. »« Non, Mariam ne comprend pas notre mariage, c'est mieux de garder nos distances. » Maman appelait en pleurant. « Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Ça fait 2 mois que tu ne viens pas. »« Je vais bien, maman, juste occupée. Le travail, Fatou... » Des mensonges qui m'empoisonnèrent la langue. Mes amis ont arrêté de m'inviter. « Tu dis toujours que tu ne peux pas », a expliqué Bintou, ma meilleure amie depuis l'université. « On comprend que tu as une famille, mais on dirait que Sékou ne te laisse même pas respirer. »« Ce n'est pas ça, » l'ai-je défendu. « Il veut juste qu'on passe du temps en famille. » Bintou m'a regardé avec pitié. « Awa, ce n'est pas normal. Le contrôle qu'il exerce sur toi... » Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'ai coupé la conversation. Nous avons arrêté de nous parler après ça. L'isolement était complet. Mon monde s'était réduit à la maison, le travail, Fatou et Sékou. Personne d'autre, personne vers qui me tourner. Personne pour voir ce qui se passait derrière la porte, avec la serrure changée. Et puis, janvier 2013 est arrivé. Le mois où le contrôle s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus sombre. Janvier 2013 a commencé par une conversation que j'aurais dû reconnaître comme un avertissement. Nous dînions. Fatou dormait déjà. Et Sékou a dit quelque chose qui m'a glacé le sang, même si sur le moment je n'ai pas compris pourquoi. « Tu sais ce qui arrive aux personnes qui ne valorisent pas ce qu'elles ont, Awa ?» a-t-il demandé en coupant sa viande. « Parfois la vie leur enseigne des leçons dures, des accidents, des maladies, des choses qui arrivent quand on s'y attend le moins. » Il a souri. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi. On ne sait jamais quand ça peut être son dernier jour. Les semaines suivantes ont été étranges. Sékou était différent, plus attentionné presque. Il me demandait comment je me sentais, si j'avais bien dormi, si quelque chose me faisait mal. « Tu es très pâle ces derniers temps », commentait-il. « Tu es sûr que tu te sens bien? Peut-être que tu devrais aller chez le médecin. Ça pourrait être de l'anémie ou quelque chose de plus sérieux. » Il insistait pour que j'aille en consultation.
C'est important d'avoir un dossier médical complet, mon amour, au cas où. J'y suis allée. Le médecin n'a rien trouvé d'anormal, mais Sékou a insisté pour un deuxième avis, puis un troisième. « Je veux juste m'assurer que tu vas bien, disait-il. Maintenant, je comprends. Il était en train de construire un dossier, de la documentation de préoccupation pour ma santé. Des graines de ce qui deviendrait ensuite un historique de problèmes médicaux non diagnostiqués. En février, j'ai trouvé l'historique du navigateur Internet ouvert sur l'ordinateur du salon. Ce n'était pas une intrusion intentionnelle. Fatou avait besoin d'imprimer un devoir et je suis allée l'aider. Mais c'était là. Des recherches, des dizaines de recherches. Surdosage de benzodiazépine, symptômes, mort accidentelle par médicament, temps d'investigation, assurance vie, paiement aux bénéficiaires, processus, suicide chez les femmes avec dépression statistique, Côte d'Ivoire. La date des recherches, 3 semaines plus tôt, pendant que j'étais à mon service de nuit à la pharmacie. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que Fatou l'entendrait. « Maman, on imprime mon devoir ?» a-t-elle demandé. « Oui, ma chérie, oui. » J'ai répondu avec une voix que je n'ai pas reconnue comme la mienne. J'ai fermé l'historique. Nous avons imprimé son devoir sur les parcs nationaux de Côte d'Ivoire. Et cette nuit-là, quand Sékou est rentré, je n'ai rien dit. Parce que qu'est-ce que j'allais dire? Pourquoi tu fais des recherches sur les surdosages? Il aurait eu une explication. Il en avait toujours une. Un collègue au travail a ses problèmes. Je faisais des recherches pour un projet. J'ai vu un documentaire et ça m'a rendu curieux. Et moi, j'aurais fini par passer pour la folle, la paranoïaque, l'épouse qui ne fait pas confiance, celle qui invente des problèmes là où il n'y en a pas. Mais je ne pouvais plus m'empêcher de voir. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien. 2 semaines plus tard, le 9 mars, Sékou a mis à jour notre assurance vie. « J'ai juste augmenté les montants », a-t-il expliqué quand les documents sont arrivés par courrier. Avec l'inflation, 50 millions de francs CFA, ce n'est plus tant que ça. En plus, s'il m'arrive quelque chose, je veux que toi et Fatou soyez bien prises en charge. J'ai lu les petites lignes quand il ne regardait pas. Ma police, 50 millions de francs CFA. Bénéficiaire, Sékou Diallo. Sa police, 10 millions. Bénéficiaire, moi. La disproportion était évidente, alarmante, mais à qui le dire? Qui me croirait? J'ai appelé une ligne d'aide pour femmes en situation de violence, anonyme. Depuis un téléphone public pendant ma pause déjeuner. Mon mari agit bizarrement, ai-je expliqué. Il fait des recherches sur les morts accidentelles sur Internet. Il a augmenté mon assurance vie. Il m'a isolée. Je crois qu'il pourrait me faire du mal. L'opératrice était aimable, mais impuissante. Il vous a menacé directement? Il vous a frappé? Vous n'avez pas de preuves concrètes d'un plan pour vous blesser? Juste des pressentiments, des recherches qui pourraient être innocentes. Madame, sans preuves concrètes, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Je vous recommande, si vous vous sentez en danger immédiat, d'appeler le 111. Mais je vous préviens que sans preuve, c'est difficile qu'il donne suite. Je me sentais folle. Peut-être que j'étais folle. Peut-être que des années de contrôle m'avaient rendu paranoïaque, voyant des menaces là où il n'y avait que des coïncidences. Et puis est arrivé le 15 mars 2013. Le jour qui a absolument tout changé. Sékou s'est levé tôt ce matin-là. 6 heures. J'avais à peine dormi. Des cauchemars où je me noyais dans une eau sombre. Lui était de bonne humeur, sifflotant sous la douche. « J'ai ce voyage à Bouaké », a-t-il annoncé pendant le petit déjeuner. L'entreprise a gagné un projet là-bas. Je dois vérifier le terrain et rencontrer le client. Je rentre demain soir. Une information qu'il m'avait déjà donnée 3 fois ces derniers jours. Il a dit au revoir à Fatou, avec un baiser sur le front. Elle mangeait des beignets que j'avais préparés, encore en pyjama parce que c'était vendredi et son école commençait plus tard. « Sois sage, ma princesse. Écoute, maman. » Puis il s'est approché de moi. Il m'a prise dans ses bras. Il m'a embrassée. Ce n'était pas un baiser de routine d'au revoir, c'était long, intense, presque désespéré. « Prends bien soin de toi, » a-t-il dit en me regardant dans les yeux. « Prends bien soin de toi et de Fatou. Vous êtes toute ma vie, tu le sais ?» Il y avait quelque chose dans sa voix,
quelque chose de final, comme un adieu, comme de la culpabilité anticipée. « Bien sûr, ai-je répondu. Bon voyage. » J'ai eu un frisson que je n'ai pas pu expliquer. Une sensation viscérale, animale, que quelque chose allait terriblement mal. Il est parti à 7 heures du matin dans son 4x4 Toyota gris. Je l'ai regardé s'éloigner par la fenêtre, sa main qui disait au revoir. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois que je le verrais vivant. La journée s'est déroulée étrangement normalement. J'ai emmené Fatou à l'école. Je suis allé à mon service à la pharmacie. 8 heures à servir des clients, remplir des ordonnances, faire l'inventaire des médicaments contrôlés. Des trivialités qui maintenant semblent surréalistes vu ce qui allait suivre. J'ai récupéré Fatou à 15 heures. Nous sommes allés chercher des glaces au glacier du coin parce qu'il faisait chaud et parce qu'elle avait eu 10 à son examen de mathématiques. Nous avons fait les devoirs ensemble dans la salle à manger. Nous avons regardé un film de Disney. J'ai préparé des alocos pour le dîner. Vie normale. Vie qui était sur le point d'exploser. À 21 heures, après avoir couché Fatou, je suis montée dans notre chambre. J'étais fatiguée, épuisée d'une façon qui allait au-delà du physique. Je me suis changée en pyjama, pantalon en coton et vieux t-shirt. Je me suis brossé les dents, des routines automatiques. Et puis je l'ai vu. Le téléphone de Sékou connecté à son chargeur sur la table de nuit de son côté du lit. Il l'avait oublié. Sékou, qui n'oubliait jamais son téléphone. Qui le vérifiait compulsivement toutes les 5 minutes. Qui dormait avec sous l'oreiller. Il l'avait oublié. Je me suis assise sur le lit, regardant cet appareil noir comme si c'était un serpent qui pouvait me mordre. Je ne devais pas le vérifier. C'était une invasion de la vie privée. C'était... Et puis il a vibré. Message entrant. L'écran s'est allumé dans l'obscurité de la chambre. Le numéro n'avait pas de nom enregistré. Juste des chiffres. Et l'aperçu du message était visible sans déverrouiller. Tout est prêt pour demain soir. Mes mains ont pris le téléphone avant que mon cerveau ne traite la décision. Je connaissais son mot de passe. Je l'avais vu le taper 1000 fois. 4 chiffres, 0806. L'anniversaire de Fatou. J'ai déverrouillé. Je suis entrée dans les messages. J'ai ouvert cette conversation. Et j'ai lu ma condamnation à mort. Si vous comprenez que ce n'était pas un mariage difficile, mais un piège mortel, abonnez-vous à la chaîne, parce que ce que j'ai découvert ensuite explique pourquoi il avait construit cette prison autour de moi pendant des années, et pourquoi j'avais exactement 15 heures pour décider si je voulais vivre. Les messages dataient de 3 semaines plus tôt. Une conversation longue, détaillée, méticuleuse. Plus tard, je découvrirai que le numéro était celui d'Oumar Diallo, son frère cadet. Mais à ce moment-là, je ne voyais que des mots qui me coupèrent le souffle. L'assurance est déjà mise à jour. 50 millions. J'ai confirmé avec l'agent. Tout est en ordre. Parfait. Et le plan? Vendredi 16 dans la soirée. Toi, tu as ton alibi à Bouaké. Je t'envoie des photos avec horodatage de l'hôtel. Et l'exécution? Elle prend toujours du vin les vendredis quand Fatou s'endort. C'est sa routine. Une demi-bouteille de vin rouge, parfois plus. Je vais utiliser de l'ambien. Une demi-bouteille dissoute, incolore, insipide. Elle ne remarquera pas la différence avec le goût du vin. Et si ça ne marche pas? Ça marchera. J'ai documenté qu'elle a des problèmes de santé non diagnostiqués. 3 médecins différents en 2 mois. Tous disent que non, qu'elle va bien, mais elle insiste que quelque chose ne va pas. Elle a l'air hypocondriaque, anxieuse. J'ai mentionné aux voisins et à la famille qu'elle est stressée, déprimée à cause du travail. Cette psychologue qu'elle a vue en octobre l'a dans son dossier. Stress professionnel et conjugal, tout concorde. Et Fatou. Elle dort tôt. Elle ne verra rien. Quand ce sera fait, j'appelle les urgences. Je suis arrivée de mon voyage et j'ai trouvé ma femme. Ambulance, hôpital, constat de décès. Enquête de routine pour suicide par surdose. Antécédents d'anxiété et comportements préoccupants sur la santé. Clôture du dossier en quelques semaines. Paiement de l'assurance en 2 mois. On partage moitié-moitié. Tu es sûr? C'est elle ou moi, mon frère? Elle commence à avoir des soupçons.
L'autre jour, je l'ai vue fermer l'historique du navigateur quand je suis entrée. Si elle me découvre ou si elle décide de me quitter, je perds tout. La maison est à mon nom. Les comptes sont à mon nom. Je prendrai tout dans un divorce. Elle devrait prouver qu'elle n'est pas apte comme mère. C'est plus propre comme ça. Rapide, sans complications juridiques. Et Fatou ne m'aura que moi. Je pourrais l'élever bien sans l'influence de sa mère ou de cette sorcière de Mariam. Tu dois être sûr, Sékou. Il n'y a pas de retour en arrière. Je suis sûr, demain soir. Ensuite, je dis que je suis arrivée et que je l'ai trouvé. Peut-être même que je pleurerai à l'enterrement. Le veuf dévasté. Le dernier message était du numéro inconnu, d'il y a à peine 2 heures, celui que j'avais vu dans l'aperçu. Tout est prêt pour demain soir. Et un plus récent d'il y a 30 minutes. T'es où? Pourquoi tu ne réponds pas? J'ai vomi. J'ai couru à la salle de bain et j'ai vomi tout ce que j'avais mangé au dîner. Les alocos, le jus de bissap, jusqu'à ce qu'il ne reste que de la bile amère me brûlant la gorge. Je me suis assise sur le sol de carrelage froid, serrant mes genoux, tremblant si violemment que mes dents claquaient. Ça ne pouvait pas être réel. Ça ne pouvait pas. Ça devait être une blague de mauvais goût, un cauchemar, quelque chose. Mais non, c'était réel. C'était un plan détaillé, réfléchi, préparé pendant des semaines, peut-être des mois. Chaque comportement étrange, chaque question sur ma santé, chaque recherche sur Internet, chaque mise à jour de l'assurance. Tout avait été une préparation pour me tuer et faire croire à un suicide. Demain, 16 mars, vendredi soir. Dans moins de 24 heures, Sékou rentrerait de son voyage, m'offrirait du vin, je prendrais mon verre du vendredi, mon petit rituel de détente après une semaine de travail. Et dans ce vin, il y aurait ma mort. J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone. 22h35. Sékou rentrerait vers 22h le lendemain soir. Moins de 24 heures. 23h25 pour être exact. J'ai pris des photos avec des mains tremblantes. J'ai photographié chaque message, chaque partie de la conversation. Des preuves. Une preuve concrète de ce qu'il prévoyait. J'ai envoyé les photos sur ma propre adresse e-mail. Je les ai sauvegardées dans le cloud. Je les ai imprimées sur l'imprimante de la maison. 3 copies que j'ai cachées à différents endroits. Et puis, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait. Ce qu'on est censé faire quand on découvre que quelqu'un projette de vous tuer. J'ai appelé la police. Il était presque minuit quand j'ai composé le 111 depuis le téléphone fixe de la maison. « Urgence, que signalez-vous » a demandé l'opératrice avec une voix monotone de quelqu'un qui a répondu à cette question 1000 fois cette nuit-là. « Mon mari prévoit de me tuer », ai-je dit. Les mots sonnaient ridicules, dramatiques, comme un dialogue de mauvais feuilleton. « Il a des messages sur son téléphone, un plan détaillé, c'est pour demain soir. »« Madame, votre mari vous menace en ce moment? Êtes-vous en danger immédiat? » Non, il n'est pas là. Il est à Bouaké. Mais j'ai trouvé des messages. Des messages qui disent spécifiquement qu'il va vous tuer? Oui, enfin ça parle d'un plan, d'utiliser des médicaments, de faire passer ça pour un suicide. Tout est là, dans son téléphone. Madame, avez-vous consommé de l'alcool ou une substance ce soir? Quoi? Non, je suis complètement sobre. Je vous dis que mon mari a un plan pour m'assassiner demain et le faire passer pour un suicide. Tout est là. S'il vous plaît, vérifiez le téléphone avant qu'ils effacent tout. Son frère Oumar est impliqué. Silence de l'autre côté. Puis, je vais vous transférer à un officier. Musique d'attente. 3 minutes qui ont semblé des heures. Officier Quadio à l'appareil. Quelle est l'urgence? J'ai tout répété. L'histoire complète, les messages, l'assurance vie, les recherches sur Internet, la date spécifique, le plan de Lambien dans le vin. Madame, la voix de l'officier était sceptique, fatiguée. Avez-vous une preuve physique de cela? Les messages sont dans son téléphone, mais j'ai pris des photos. Les messages d'une autre personne ne constituent pas une preuve admissible sans ordonnance judiciaire. Il vous a menacé directement? Il vous a frappé? Y a-t-il de la violence physique? Non, mais... Il vous a menacé verbalement? Avez-vous des témoins de menaces? Pas directement,
Mais les messages... Madame, sans menace directe, sans violence physique prouvable, sans preuve obtenue légalement, nous ne pouvons pas arrêter quelqu'un pour des messages que vous avez lus sans permission dans son téléphone. Les messages pourraient être mal interprétés. Ça pourrait être une blague de mauvais goût. Une blague? Ça parle de me tuer. Ça pourrait être au sens figuré. Ça pourrait être une conversation sortie de son contexte. Écoutez, madame, si vous vous sentez en danger, vous pouvez venir déposer plainte demain au commissariat. Mais je vous préviens que sans preuve concrète de menace immédiate ou de violence antérieure documentée, c'est difficile qu'ils procèdent à une ordonnance de restriction ou une arrestation préventive. Mais c'est pour demain, vous comprenez? Pour demain soir. Si demain votre mari fait quelque chose de concret, appelez immédiatement le 111. Nous enverrons une patrouille. À ce moment-là, je serai morte. Madame, je comprends votre inquiétude, mais je ne peux pas arrêter quelqu'un pour un crime qu'il n'a pas commis en me basant sur des SMS interprétés. Si vous voulez, vous pouvez aller dans un refuge pour femmes en situation de violence. J'ai raccroché. Ça ne servait à rien. La police ne servirait à rien. J'ai cherché sur Internet des avocates spécialisées en violence domestique. J'en ai trouvé une qui avait une ligne d'urgence 24 heures. J'ai appelé. Elle a répondu après 7 sonneries, voix ensommeillée. Maître Touré? Je lui ai tout raconté une fois de plus. Elle a écouté avec plus d'attention que la police. Vous avez les photographies des messages? A-t-elle demandé. Oui? Ça aide. Mais je vais être honnête avec vous, Madame Diallo. Sans acte concret, sans menace directe en présence de témoins, c'est extrêmement difficile d'obtenir une ordonnance de restriction ou une arrestation préventive. Les messages que vous décrivez pourraient être interprétés de multiples façons. Un juge aurait besoin d'être convaincu d'un danger imminent prouvable. Mais le danger, c'est demain. Spécifiquement demain. Je comprends. Mais légalement, tant que votre mari n'agit pas, il n'y a pas de délit. Et la légitime défense préventive n'existe pas dans notre code pénal. Si vous le blessez avant qu'il ne vous attaque physiquement, ce serait une agression de votre part. Alors qu'est-ce que je fais? J'attends qu'il me tue? Vous pouvez partir, prendre votre fille et vous réfugier chez de la famille ou dans un foyer. Nous pouvons entamer une procédure de divorce express avec ordonnance d'éloignement, mais ça prend du temps. Il contrôle tout l'argent, les comptes. La maison est à son nom. Si je fuis, où vais-je? Comment je fais vivre ma fille? Et qu'est-ce qui se passe quand il me retrouve? Parce qu'il me retrouvera. Il m'a laissé sans ressources, précisément pour ça. Silence de l'autre côté. Puis, je suis désolée, Madame Diallo. Le système n'est pas conçu pour protéger dans ces cas-là. Seulement pour punir après. Gardez les preuves. Si vous survivez à l'attaque, elles serviront pour le procès. Si je survis. Oui. J'ai raccroché et je suis restée assise sur le lit, dans l'obscurité, avec le téléphone de Sékou encore dans ma main. 22 heures. 22 heures avant qu'il ne rentre avec son plan et son embien et son alibi parfait. J'ai pensé à fuir, faire une valise, prendre Fatou endormi, partir en pleine nuit. Mais pour aller où? Ma mère vivait à Yopougon, dans une petite maison de 2 pièces, sans espace, sans ressources pour faire vivre 2 personnes de plus. Mes amis? Je n'avais plus vraiment d'amis. Sékou s'en était assuré. Un hôtel? Je n'avais pas d'argent. Il gérait toutes les cartes, tous les comptes. J'avais peut-être 10 000 francs en liquide dans mon sac. Et après? Quoi? Même si je fuyais cette nuit, il me retrouverait. Il avait les ressources, les contacts. Il connaissait ma routine, savait où je travaillais. Un homme qui planifie un meurtre avec 3 semaines d'avance ne renonce pas parce que sa victime disparaît une nuit. Il changerait le plan. Il attendrait. Et la prochaine fois, je n'aurai pas d'avertissement. Les options se sont cristallisées dans mon esprit avec une clarté terrible. Je pouvais attendre. Faire confiance qu'il ne le ferait peut-être pas. Que c'était peut-être juste un fantasme, des paroles sans intention réelle. Mais alors, je serais morte. Ou je pouvais fuir. Tout laisser. Vivre caché le reste de ma vie, regardant par-dessus mon épaule, attendant qu'il me retrouve.
ou je pouvais faire en sorte qu'il n'ait pas l'occasion de le faire. Ce n'était pas une décision émotionnelle. Ce n'était pas de la rage, c'était des mathématiques froides, une équation simple de survie, lui ou moi. Si j'attendais, je mourrais. Si je fuyais, éventuellement il me retrouvait et je mourrais. Il restait une troisième option, la seule qui garantissait que je continuerais à respirer à l'aube du 17 mars. J'avais 22 heures pour me préparer, pour faire l'impensable, ce que je n'aurais jamais imaginé être capable de faire. J'ai passé le reste de cette nuit éveillée, assise sur le lit, regardant le téléphone, relisant les messages comme s'ils allaient changer magiquement. Comme si j'allais me réveiller et découvrir que tout avait été un horrible cauchemar. Mais l'aube est arrivée et les messages étaient toujours là. La réalité était toujours réelle. Vendredi 16 mars 2013. Le jour où mon mari prévoyait de me tuer. Le jour où j'ai décidé que je ne le permettrais pas. J'ai réveillé Fatou à 7 heures. Je lui ai préparé son petit déjeuner préféré, pain avec du beurre et du chocolat et des fruits. Je l'ai emmené à l'école. Je l'ai serré plus longtemps que d'habitude pour lui dire au revoir. « Maman, tu m'écrases », a-t-elle ri. « Pardon, ma chérie, c'est juste que je t'aime beaucoup. »« Moi aussi, je t'aime. » Si elle savait. Si je pouvais lui expliquer. Je suis allée travailler. J'ai souri aux clients. J'ai rempli des ordonnances. J'ai fait semblant d'être normale pendant que mon cerveau calculait, planifiait. À 13 heures, pendant ma pause déjeuner, j'ai marché 3 rues jusqu'à une supérette. J'ai acheté une bouteille de vin rouge, Château Haut-Médoc, le préféré de Sékou. Celui qu'il achetait toujours pour nos vendredis soirs. J'ai payé en espèces. À 15 heures, j'ai récupéré Fatou. « On va chez grand-mère », lui ai-je dit. « Pourquoi ?» a-t-elle demandé. « Parce que maman doit faire des choses à la maison et c'est plus amusant que tu sois avec ta grand-mère. » Je l'ai emmenée à Yopougon. « Qu'est-ce qui se passe, ma fille ?» a demandé maman en voyant mon visage. « Rien, maman. J'ai juste besoin que Fatou reste cette nuit. »« Tu vas bien ?»« Oui, tout va bien se passer. Je viens la chercher demain. » Je suis retournée à Cocody. Je me suis garée devant ma maison. Cette petite maison aux murs ocre et aux flamboyants rouges. Je suis entrée. J'ai fermé la porte à clé. Le silence était absolu. Il était 17 heures. Sékou arriverait vers 22 heures. 5 heures. Je me suis douchée. Je me suis habillée avec des vêtements confortables, jeans et chemisiers simples. Rien de spécial. J'ai mis la bouteille de vin au réfrigérateur. J'ai sorti 2 verres. Je les ai placés dans le salon. J'ai mis de la musique douce, en fond. Une playlist Spotify que nous avions l'habitude d'écouter. Faire semblant d'être normal. Tout devait avoir l'air normal. À 21 heures, j'ai reçu son message. « Je pars de Bouaké. J'arrive dans 1 heure. Tu as dîné ?»« Je t'attends, » ai-je répondu. « Conduis prudemment. »« Toujours. Je t'aime aussi. » Des mensonges. Tout n'était que mensonge. Lui mentait qu'il m'aimait alors qu'il projetait de me tuer. Je mentais que je l'aimais alors que je projetais de le tuer. Mariage parfait jusqu'à la fin. À 22h20, j'ai entendu son 4x4 se garer, le moteur qui s'éteint, la portière conducteur qui se ferme. Ses pas sur l'allée d'entrée, la clé dans la serrure. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il l'entendrait. Mais mes mains ne tremblaient pas. Je ne tremblais plus. J'avais franchi une ligne invisible où la peur se transforme en détermination froide. La porte s'est ouverte. Il était là. Sékou Diallo, 1m80. Corpulence athlétique. Un sourire qui autrefois me faisait me sentir en sécurité. Il avait des fleurs. Un bouquet de roses roses. Mes préférées, disait-il. Bien qu'en réalité je préfère les blanches. Mais il n'avait jamais fait attention. L'ironie était si cruelle que ça m'a presque fait rire. « Bonsoir, mon amour », a-t-il dit en s'approchant pour m'embrasser. Je l'ai laissé faire. Ses lèvres contre les miennes avaient un goût de café et de chewing-gum à la menthe. « Tu m'as manqué. J'ai acheté tes préférés. » Mensonge. « Si on ouvrait cette bouteille de vin et tu me racontais ta journée. » Voilà.
le 20, le moment prévu. Sauf que cette fois, le plan était le mien. « Ça me semble parfait », ai-je répondu. « Assieds-toi, je m'en occupe. » Je suis allé à la cuisine. J'ai sorti la bouteille du réfrigérateur, le tire-bouchon du tiroir. J'ai ouvert la bouteille avec des mains fermes. J'ai servi 2 verres. Je les ai apportés au salon. Je lui en ai tendu un. J'ai pris l'autre. Nous nous sommes assis sur le canapé. Ce canapé en tissu beige que nous avions acheté chez un magasin de meubles il y a 4 ans. Nous avons trinqué. Le cristal a tinté. « À nous !» a-t-il dit. « À nous !» ai-je répété. Nous avons bu. Nous avons conversé de choses triviales, son voyage, le terrain à Bouaké, le client difficile, les embouteillages du retour. J'acquiesçais, souriais, commentais, jouais la comédie. Lui aussi jouait. Nous étions 2 acteurs dans une pièce macabre où un seul sortirait vivant. Il a bu son premier verre rapidement. « J'avais soif après la route », a-t-il expliqué. Je lui ai servi le 2e. Il a bu plus lentement cette fois, se détendant dans le canapé, son bras sur mes épaules. « Où est Fatou ?» a-t-il demandé soudain. « Chez ma mère », ai-je répondu. J'ai pensé qu'on pourrait avoir une soirée pour nous. Ça a été des semaines difficiles. Je voulais qu'on passe du temps ensemble, tranquille. Il m'a regardé avec quelque chose dans les yeux. Du soupçon, de la surprise, de la satisfaction parce que son plan se facilitait sans enfant témoin. « Quelle attention !» a-t-il dit finalement. « Mon épouse parfaite. » Il a terminé son 2e verre. « Je vais chercher du fromage », ai-je dit en me levant. « Ne bouge pas. » J'ai marché vers la cuisine. Mes jambes me soutenaient, même si j'avais l'impression de marcher dans un rêve. J'ai ouvert le réfrigérateur. J'ai sorti le fromage que je n'allais pas servir. J'ai ouvert le tiroir découvert. Le jeu de couteaux allemands qu'on nous avait offert pour le mariage était là. J'ai pris le plus grand, couteau de chef, 25 cm de lame, acier inoxydable, manche en bois sombre, lourd, réel, définitif. Je l'ai caché contre mon dos, sous ma chemise. Je suis retourné au salon. Sékou regardait son téléphone, tapant un message. J'ai vu l'écran du coin de l'œil. Un message pour son frère Oumar. « Je suis à la maison, tout est prêt, je te confirme dans un moment. » Mon sang s'est glacé. Tout est prêt. Ça voulait dire l'ambien. Ça voulait dire qu'à un moment de cette soirée, quand je serais distraite ou quand il inventerait une excuse, il allait mettre le médicament dans mon verre et j'allais mourir sans même savoir que j'étais en train de mourir. Je me suis approchée par derrière le canapé. Il ne m'a pas entendue. Il était concentré sur son téléphone, attendant la réponse de son frère, attendant le moment parfait pour exécuter son plan. Je ne lui ai pas donné ce moment. J'ai sorti le couteau, je l'ai levé, et je l'ai enfoncé dans son cou. La pointe est entrée juste sous son oreille gauche, du côté du cou où j'avais vu dans des émissions médicales que passe l'artère carotide. C'est entré plus facilement que je ne l'imaginais, comme couper de la viande crue. Une résistance initiale de la peau, puis de la douceur. Il s'est levé d'un bond, criant, sa main volant vers son cou. Il s'est retourné. Ses yeux m'ont trouvé. Horreur absolue. Incrédulité. « Awa, toi ?» Les mots se sont noyés dans le sang qui a commencé à jaillir entre ses doigts. Je l'ai poussé. Il est tombé. Je l'ai suivi. Le couteau est descendu une autre fois. Cette fois dans la poitrine, cherchant le cœur qui autrefois, je croyais, m'aimait. 1, 2, 3, 4 fois de plus. Je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque coup de couteau était pour chaque mensonge, chaque manipulation, chaque jour de prison dans ma propre maison, chaque plan qu'il avait fait pour m'effacer de l'existence. 7 coups de couteau au total. L'autopsie le dirait plus tard. 7 blessures. 6 auraient suffi. 5 auraient tué. Mais je ne pouvais pas prendre de risques. Je ne pouvais pas laisser de marge pour qu'il survive, pour qu'il arrive à l'ambulance et qu'on le sauve, pour qu'ensuite il raconte sa version et que je sois la folle qui a attaqué son mari aimant sans raison. 7 fois j'ai enfoncé le couteau. 7 fois j'ai senti son sang chaud m'éclabousser les mains, le visage, les vêtements. 7 fois mon humanité s'est brisée un peu plus. Et puis le silence.
Le son le plus fort était ma respiration, haletante, désespérée, comme si j'avais couru des kilomètres. Lui ne respirait plus. Sa poitrine ne se soulevait plus. Ses yeux ouverts regardèrent le plafond sans rien voir. L'odeur m'a frappée alors. Métallique, douceâtre, nauséabonde, du sang. Tellement de sang. Le canapé beige était maintenant rouge sombre. Le parquet avait des flaques qui s'étendaient lentement. Mes mains dégoulinaient de carmin. Je me suis assise par terre à côté de son corps. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de remords à ce moment-là. Ce que j'ai ressenti, c'était du soulagement. Un soulagement immense, écrasant. J'étais vivante. Mon cœur battait. Mes poumons prenaient de l'air. Ils ne pourraient plus jamais me faire de mal. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là. Ça a pu être des minutes ou des heures. Le temps était devenu élastique, irréel. Finalement, je me suis levée. J'ai pris son téléphone là où il était tombé sur le canapé. J'ai photographié encore une fois tous les messages, y compris le dernier. Je suis à la maison, tout est prêt, je te confirme dans un moment. Puis j'ai appelé le 111. Urgence, a répondu la même voix ennuyée que la nuit précédente. J'ai tué mon mari, ai-je dit avec une voix que je n'ai pas reconnue comme la mienne. Plate, vide, morte. Il est dans mon salon. Il faut que vous envoyiez des patrouilles. Madame, vous êtes blessée? Vous avez besoin d'une ambulance? Non, lui oui, enfin, plus maintenant. Il ne respire plus. Il faut que vous veniez. Moi, il allait me tuer. J'ai des preuves. C'est dans son téléphone. Les messages, le plan, c'était prévu pour ce soir. Moi, je me suis défendue en premier. Restez en ligne. J'envoie des unités immédiatement. Quelle est votre adresse? J'ai donné mon adresse. Cette petite maison à Cocody qui avait été mon foyer et ma prison. Ce salon où je venais de commettre l'acte le plus irréversible de ma vie. Les patrouilles sont en route. Ne raccrochez pas. Ne touchez à rien. Restez où vous êtes. Je suis restée assise par terre, le dos contre le mur, regardant le corps de mon mari. Sékou Diallo. L'homme qui m'avait promis de toujours me protéger. L'homme qui avait planifié ma mort. L'homme qui gisait maintenant mort de mes mains. Les sirènes sont arrivées en 7 minutes. Lumières rouges et bleues illuminant la rue tranquille au flamboyant. Les voisins sont sortis. J'ai vu leurs visages aux fenêtres. Tanti Adjoua, qui disait que nous étions le couple parfait. Monsieur Koné, qui nous saluait chaque matin. Tous regardaient pendant que des policiers entraient en courant dans ma maison, armes dégainées. Les mains en l'air. Éloignez-vous du corps. J'ai levé mes mains ensanglantées. C'est dans son téléphone, ai-je dit. Les messages, le plan. Il allait me tuer ce soir. Tout est là. S'il vous plaît, vérifiez le téléphone avant qu'il l'efface. Son frère Oumar est impliqué. S'il vous plaît. On m'a menotté. Main dans le dos, métal froid contre mes poignets. On m'a lu mes droits. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Des mots que j'avais entendus 1000 fois à la télévision, je n'aurais jamais pensé qu'on me les dirait à moi. On m'a fait sortir de ma maison. Les voisins regardaient, certains avec horreur, d'autres avec une curiosité morbide. Tanti Adjoua pleurait. « Qu'est-ce que tu as fait, Awa? Qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'ai dû faire, ai-je voulu crier. Ce que le système n'a pas fait pour moi. J'ai sauvé ma propre vie. » Mais je n'ai rien dit. J'ai juste laissé faire quand on m'a mise dans le véhicule de police, la tête poussée vers le bas pour ne pas me cogner, comme dans les films. La banquette arrière sentait le vomi et le désinfectant. Les lumières continuaient de tourner. Rouges et bleus, marquant le rythme de ma nouvelle réalité. Il était minuit le 16 mars 2013, 12 heures avant que Sékou ne prévoie de me tuer. J'étais toujours vivante, il était mort, et ma vie, telle que je la connaissais, venait de se terminer. On m'a gardée à la maison d'arrêt préventive d'Abidjan. Un bâtiment de béton gris, où le soleil entrait à peine par des fenêtres hautes et grillagées. Cellule de 6 mètres carrés, 12 femmes entassées, 2 lits superposés de 3 niveaux chacun. J'ai dormi au niveau inférieur d'un lit, superposé à côté des toilettes sans porte que nous partagions toutes.
L'odeur était le pire au début. Sueur rance, sang menstruel, nourriture pourrie, urine qui n'était jamais complètement nettoyée du sol. Après 2 semaines, j'ai arrêté de la sentir. Ton nez s'adapte. C'est ton âme qui ne s'habitue jamais. En juin 2013, 3 mois après cette nuit, ma salvation temporaire est arrivée. Maître Aminata Touré, 32 ans, diplômée de l'université de Cocody, spécialisée en violence de genre. Elle venait recommandée par une organisation de défense des droits des femmes qui avait lu des articles sur mon cas dans les journaux. La première fois que nous nous sommes vus, dans la salle des visites aux murs écaillés et à la table en métal boulonnée au sol, elle m'a dit quelque chose que personne d'autre n'avait dit. « Je te crois. » « Tu n'as pas besoin de me convaincre qu'il prévoyait de te tuer », a-t-elle expliqué en ouvrant sa sacoche en cuir marron usé. J'ai vu les messages, j'ai lu le dossier. Ce dont nous avons besoin, c'est de convaincre un juge que ton action était de la légitime défense, pas une vengeance préméditée. Et ça va être difficile, parce que notre système juridique ne reconnaît pas la défense préventive. Alors il n'y a pas d'espoir ? Ai-je demandé. Ma voix sonnait morte, même à mes propres oreilles. Il y a une stratégie, a-t-elle répondu. Nous allons documenter chaque instance d'abus psychologique, chaque moment de contrôle. Nous allons démontrer le schéma comportemental qui a conduit à cette nuit. Nous allons construire le dossier montrant que ce n'était pas un acte impulsif de violence, mais la réponse désespérée d'une femme acculée sans option. Syndrome de la femme battue. Peur raisonnable de mort imminente. Impossibilité de fuite. C'est difficile, Awa. Je ne vais pas te mentir, mais ce n'est pas impossible. Nous avons passé des mois à préparer. Aminata venait me voir 2 fois par semaine. Chaque session de 3 heures, elle me posait question après question. Quand le contrôle a-t-il commencé ? Qu'a-t-il dit exactement quand il t'a interdit de voir ta mère ? Des témoins des humiliations publiques ? Documentation des visites médicales sur lesquelles il a insisté ? Chaque détail comptait. Chaque souvenir était une preuve potentielle. Le problème était que j'avais été une victime parfaite dans le pire sens du terme. Silencieuse, invisible, sans laisser de traces. Je n'avais jamais appelé la police avant cette nuit. Je n'étais jamais allée dans un refuge. Je n'avais jamais raconté à des amis ce qui se passait parce que je n'avais plus d'amis. Il n'y avait pas de photo de Bleu parce qu'il ne m'avait jamais frappée. Sa violence était psychologique. Il n'y avait pas d'enregistrement de menaces parce que ces menaces étaient voilées, ambiguës, conçues pour avoir une dénégation plausible. « Nous allons construire avec ce que nous avons », a dit Aminata. Et espérer que ce sera suffisant. Ma mère, Mariam, a été le premier témoin que nous avons décidé d'appeler. Elle venait me voir en prison toutes les 2 semaines. Elle arrivait en bus depuis Yopougon, 4 heures de trajet aller-retour, juste pour me voir 30 minutes à travers une vitre sale en parlant par des téléphones qui fonctionnaient à peine. Elle avait vieilli de 10 ans en 6 mois. Ses cheveux, qu'elle gardait toujours teints en noir, étaient maintenant complètement blancs. Des rides profondes creusaient son front. Elle pleurait chaque fois qu'elle me voyait dans l'uniforme beige de détenue préventive. « Ma fille, je vais dire la vérité », a-t-elle promis quand Aminata lui a expliqué qu'elle devrait témoigner. « Je vais dire comment cet homme t'a éloigné de moi. Comment tu as changé. Comment tu t'es éteinte. Je vais tout dire. » Et elle l'a fait. En octobre, quand les audiences préliminaires ont commencé, maman est montée à la barre avec sa plus belle robe. Celle bleu marine qu'elle portait pour les occasions importantes. Et elle a raconté d'une voix tremblante mais ferme comment ses coups avaient construit des murs invisibles entre nous. Ma fille était joyeuse, a-t-elle dit. Avant de se marier, elle riait tout le temps. Après, chaque fois que je la voyais, elle était plus silencieuse, plus effrayée. Je lui demandais ce qui se passait et elle disait « Rien, maman, juste la fatigue du travail. » Mais je savais. Une mère sait. L'avocat du parquet l'a démolie lors du contre-interrogatoire. « Madame Konaté, avez-vous des preuves que M. Diallo maltraitait votre fille, ou ce ne sont que des impressions subjectives d'une belle-mère qui n'a jamais approuvé le mariage ?» Maman a bafouillé. « Je voyais... L'avez-vous vu la frapper un jour ? » « Non, mais... »
L'avez-vous entendu la menacer? Pas directement, mais le contrôle. Ce sont donc des suppositions, des interprétations. Non, je savais. Ce que vous saviez n'est pas une preuve, madame. Question suivante. Est-il vrai que vous dépendiez financièrement de votre fille avant qu'elle ne se marie? Eh bien, oui, elle m'aidait. Et elle a cessé de vous aider financièrement après le mariage. Oui, mais... Alors il se pourrait que votre animosité envers M. Diallo soit basée sur du ressentiment économique plutôt que sur une préoccupation sincère. Non, je voulais juste que ma fille soit heureuse. Elle est descendue de la barre en pleurant. Ça n'a servi à rien. Son témoignage a été catalogué comme opinion biaisée d'une proche, sans preuve objective. Moussa Traoré, mon ancien chef au groupe de pharmacie, a témoigné sur l'incident de septembre 2012 quand Sékou l'avait confronté violemment sur le parking. C'était effrayant, a-t-il admis. Cet homme avait de la fureur dans les yeux. Il m'accusait de choses absurdes, de harceler sa femme alors que je parlais à peine à Awa de questions professionnelles. Nous avons dû appeler la sécurité pour qu'il se calme. Mais le procureur a contre-attaqué. Avez-vous porté plainte pour agression? Non. Pourquoi pas, si c'était si effrayant? Parce qu'Awa me l'a demandé. Elle a dit que c'était un malentendu, que son mari était stressé. Donc ce n'était pas si grave. Question suivante. Avez-vous remarqué des bleus, des blessures ou des signes de violence physique sur Madame Diallo? Non. Elle vous a confié que son mari la maltraitait? Pas directement, mais je remarquais. Vous remarquiez ou vous supposiez? Je remarquais qu'elle avait peur. Mais c'est votre interprétation subjective, n'est-ce pas, monsieur Traoré? Moussa a soupiré, vaincu. Je suppose que oui. La psychologue Dr Patricia Kofi, qui m'avait vue une fois en octobre 2012, a été plus utile, mais pas suffisamment. Elle a lu ses notes de cette consultation unique. Patiente de 31 ans présentant une anxiété généralisée, insomnie et idéation catastrophique. Rapporte une tension conjugale. Sensation de perte de contrôle sur sa vie. Mentionne un isolement social progressif. J'ai recommandé une thérapie continue, mais la patiente n'est pas revenue. Aminata a demandé « Docteur, ces symptômes sont-ils cohérents avec ceux d'une victime d'abus psychologiques ?» Absolument. Le schéma d'isolement, de perte d'autonomie, d'anxiété constante sont des marqueurs classiques d'une relation abusive. Mais encore une fois, le procureur a démonté. La patiente vous a-t-elle dit explicitement que son mari la maltraitait? Non. A-t-elle mentionné des violences physiques? Non. A-t-elle mentionné des menaces de mort? Pas directement. Donc ça pourrait être simplement du stress professionnel et conjugal normal, comme des millions de personnes en vivent sans tuer personne. La docteure n'a pas eu de réponse percutante. La défense a appelé d'autres témoins mineurs. Tanti Adjoua, la voisine, a admis qu'elle avait entendu des disputes. Mais ça ne m'a jamais semblé être de la violence. Juste des couples qui se disputent. Un collègue de mon travail a confirmé que Sékou m'appelait constamment pendant mon service. Mais j'ai pensé que c'était de l'amour, pas du contrôle. Chaque témoignage était faible, circonstanciel, insuffisant. Le parquet, de son côté, a fait défiler une procession de témoins qui ont dépeint Sékou comme un saint martyrisé. Sa mère, Estelle Diallo, 70 ans, vêtue entièrement de noir comme une veuve perpétuelle, bien que son mari soit vivant, a pleuré à la barre. Mon fils était un ange. Travailleur, bon père, époux dévoué. Cette femme, elle m'a pointé du doigt avec accusation, l'a tué de sang-froid par cupidité, pour l'assurance, parce qu'elle voulait être avec un autre homme. Mon fils ne ferait jamais de mal à personne. Aminata, lors du contre-interrogatoire, a demandé au sujet d'Oumar, le frère de Sékou, impliqué dans les messages. Saviez-vous que votre autre fils, Oumar, a été arrêté cette année pour avoir planifié d'assassiner sa propre épouse? Ce sont des mensonges, des inventions de cette femme pour discréditer ma famille. Madame Diallo, c'est un fait public. Ma famille n'est pas composée d'assassins. C'est elle, l'assassin. Le juge a dû calmer la salle. Les collègues de travail de Sékou ont témoigné qu'il était le meilleur gars qu'il connaissait. Il parlait toujours en bien de sa femme, a dit l'un.
Il nous montrait des photos de sa famille avec fierté, a ajouté un autre. On ne l'a jamais vu en colère ou violent, a conclu un troisième. C'étaient des mensonges, mais des mensonges crédibles. Parce que Sékou avait été un excellent acteur. Son masque public était impeccable. Moi seul avais vu le monstre derrière. Et puis il y avait les messages, notre preuve centrale, notre preuve que tout ce que je disais était vrai. Aminata a présenté les impressions des conversations entre Sékou et Oumar. Elle les a projetées sur grand écran pour que le juge et le jury les lisent. Chaque mot du plan d'assassinat visible, indéniable. Pendant un moment, j'ai ressenti de l'espoir. Voilà, une preuve concrète, documentée, que ma vie avait été en danger réel. Mais le parquet avait des atouts dans sa manche. Le téléphone de Sékou, qui avait été saisi comme preuve, avait été temporairement remis à la famille pour récupérer des photos et contacts importants avant le procès. Quand les experts ont voulu faire une analyse numérique complète des messages, ils ont découvert que le téléphone avait été accidentellement réinitialisé aux paramètres d'usine. Toutes les données originales effacées. Il ne restait que mes photographies de l'écran. Que le procureur a argué pouvoir être manipulés, sortis de leur contexte ou complètement fabriqués. Oumar Diallo, cité à témoigner, est arrivé avec son propre avocat. Il avait 40 ans, une ressemblance physique avec Sékou, le même sourire charmeur. Il a juré de dire la vérité et a menti à chaque respiration. Ces messages étaient une blague entre frères, a-t-il expliqué avec une expression de sincérité répétée. Sékou et moi avions cet humour noir. Nous parlions de choses absurdes, de scénarios ridicules. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un les prendrait au sérieux. Aminata l'a pressé. Une blague ? Parler de dissoudre de l'ambien dans du vin, c'est une blague ? C'était une référence à un film qu'on avait vu. Breaking Bad, vous connaissez ce genre d'humour. Et l'assurance vie de 50 millions ? Sékou avait vraiment mis à jour l'assurance, mais c'était de la responsabilité financière normale, pas un plan d'assassinat. Et tout est prêt pour demain soir ? Nous préparions une surprise pour l'anniversaire de ma nièce Fatoumata, qui était la semaine suivante, tout sorti de son contexte. Chaque explication était absurde, mais techniquement possible. Sans le téléphone original, sans analyse numérique, sans métadonnées prouvant la date et l'heure exacte, les messages sont restés dans une zone grise juridique. Si vous percevez que le système n'a pas été conçu pour protéger les femmes comme moi, laissez votre like. Parce que ce que le juge a décidé ensuite va vous faire remettre en question tout le concept de justice. Le procès formel a commencé en janvier 2014. Salle 3 de la cour d'assises d'Abidjan. Mur de bois sombre, drapeau ivoirien derrière l'estrade du juge, odeur de vieux papier et de désodorisant industriel au pain. J'étais assise à la table de la défense avec Aminata à mes côtés, habillée avec des vêtements que ma mère avait apportés. Pantalon noir et chemisier blanc, essayant d'avoir l'air respectable, humaine. Mais les menottes à mes poignets sous la table me rappelaient constamment ce que j'étais maintenant, une criminelle. Les 3 premiers jours ont été une procession de témoignages que j'ai déjà décrits. Mais le 4e jour a été mon tour, 6 heures à la barre des témoins. Le siège en bois dur qui m'a fait mal au dos, le microphone trop près de ma bouche, amplifiant chaque soupir tremblant. Aminata m'a posé des questions d'abord. Elle m'a donné l'espace de raconter mon histoire complète. J'ai parlé des 9 ans de mariage, du contrôle progressif, de l'isolement, de la découverte des messages, des 15 heures de terreur absolue, de la décision impossible. J'ai pleuré plusieurs fois, je n'ai pas pu m'en empêcher. Revivre chaque moment, c'était comme mourir à nouveau. Et puis le tour du procureur est arrivé. Maître Ernest Conan, 55 ans, 30 ans d'expérience, connu pour son taux de condamnation de 92%. Il s'est approché de la barre comme un requin qui sent le sang. « Madame Diallo », a-t-il commencé avec emphase sur mon nom de mariée, que je n'utilisais plus. « Vous dites que votre mari prévoyait de vous tuer ? » ?»« Oui. »« Pourquoi n'avez-vous pas fui quand vous avez trouvé les messages ? » ?»« Pour aller où ? » ?»« Chez votre mère, chez une amie, à l'hôtel, dans un refuge. » Je n'avais pas d'argent, il contrôlait tout.
Selon les relevés bancaires, vous aviez un compte personnel avec 100 000 francs CFA, suffisant pour un bus et un hôtel pendant plusieurs jours. Mais Fatou, vous auriez pu emmener votre fille. Et après, il m'aurait retrouvée. Comment le savez-vous? Vous êtes voyante? Mais c'est une supposition, n'est-ce pas? Vous supposez qu'il vous aurait retrouvée, mais vous ne le savez pas. Il m'avait déjà montré qu'il me suivait, qu'il me surveillait. Alors pourquoi n'avez-vous pas appelé la police avant? Je l'ai fait, la nuit précédente. Ils ne m'ont pas cru. Nous avons le relevé de votre appel au 111. L'opérateur vous a dit de déposer plainte formellement au commissariat. Pourquoi n'y êtes-vous pas allé? Parce qu'ils ont dit que sans preuve concrète, ils ne pouvaient rien faire. Mais vous aviez les photographies des messages, c'est une preuve. Ils ont dit qu'elles pouvaient être mal interprétées. Ou peut-être saviez-vous que votre interprétation était exagérée. Peut-être saviez-vous qu'ils étaient, comme le dit Oumar Diallo, des blagues de mauvais goût. Ce n'étaient pas des blagues. Madame, pourquoi n'avez-vous pas attendu? Si vous croyez vraiment que votre vie était en danger, pourquoi n'avez-vous pas attendu que votre mari agisse et ensuite appelé les urgences? La question m'a coupé le souffle. Attendre quoi? Qu'il me tue? Qu'il tente de vous faire du mal? Alors ça aurait été de la légitime défense claire. À ce moment-là, je serais morte. Le plan était de m'empoisonner pendant mon sommeil. C'est ce que vous avez interprété des messages, mais nous ne savons pas s'il l'aurait vraiment fait. Bien sûr qu'il l'aurait fait. Tout était planifié. C'est de la spéculation. Vous avez tué un homme en vous basant sur la spéculation de ce qu'il pourrait faire, pas sur ce qu'il a fait. J'avais des preuves. Vous aviez des messages ambigus que vous avez interprétés de la pire façon possible, et vous les avez utilisés comme excuse pour commettre un assassinat prémédité. Parce que c'est ce que c'était, n'est-ce pas, Madame Diallo? Vous avez acheté le vin préféré de votre mari, spécifiquement pour cette nuit. Vous avez envoyé votre fille hors de la maison. Vous avez attendu qu'il arrive. Vous l'avez accueilli avec des sourires. Vous lui avez servi du vin. Vous avez conversé normalement. Et quand il était détendu, sans méfiance, vous faisant confiance, vous êtes allé à la cuisine, vous avez pris un couteau de 20 centimètres, vous êtes revenu et vous l'avez poignardé dans le dos. 7 fois. Ça ressemble à de la défense ou à une embuscade calculée. C'était lui ou... Non, madame. Vous avez choisi que ce soit lui. Sans lui donner l'occasion de se défendre, de s'expliquer, de renoncer à ce que vous croyez qu'il planifiait, vous l'avez exécuté. Il allait me tuer. Ça, nous ne le saurons jamais, n'est-ce pas? Parce que vous l'avez tué d'abord. Je me suis effondrée à la barre. Aminata a demandé une suspension. Le juge l'a accordée. Mais le mal était fait. Le 5e jour, ce furent les plaidoiries finales. Aminata a tout donné. Messieurs les jurés, cette affaire n'est pas un cas d'assassinat. C'est un cas de survie. Awa Konaté Diallo n'est pas une criminelle. C'est une survivante. Pendant 9 ans, elle a vécu sous un contrôle psychologique systématique. Elle a été isolée, manipulée, transformée en prisonnière dans sa propre maison. Et quand elle a découvert des preuves concrètes que son mari prévoyait de l'assassiner, elle a fait ce que le système aurait dû faire. Elle a protégé sa vie. Aurait-elle dû attendre? Le procureur suggère que oui. Qu'elle aurait dû faire confiance à un système qui lui avait déjà fait défaut. Qu'elle aurait dû attendre d'être en train de mourir avant de se défendre. Mais ce n'est pas de la justice. C'est une condamnation à mort déguisée en procédure légale. Awa a choisi la vie plutôt que la mort. Et maintenant, nous la punissons pour avoir survécu? Quel message envoyons-nous? Que les femmes doivent attendre patiemment leur assassinat, qu'elles doivent faire confiance à des institutions qui ignorent systématiquement leurs dangers, que leur vie valent moins que la procédure. Awa n'est pas coupable, le système qui lui a fait défaut est coupable. La culture qui permet aux hommes de contrôler et menacer sans conséquence est coupable. Sékou Diallo, qui a construit une prison autour de sa femme et planifié sa mort, est coupable. Awa voulait seulement vivre, et vivre n'est pas un crime. Le procureur Conan a répondu avec une froideur chirurgicale. La défense fait appel à vos émotions. Elle vous demande d'ignorer la loi en faveur d'un récit commode.
Mais les faits sont clairs. Awa Konaté a prémédité et exécuté l'assassinat de son mari désarmé. Il n'y a pas de preuve vérifiable que Sékou Diallo prévoyait de la tuer. Seulement des messages ambigus interprétés unilatéralement. Il n'y a pas d'historique de violence physique. Il n'y a pas de plainte antérieure pour maltraitance. Il n'y a pas de témoin de menaces directes. Ce qu'il y a, c'est une femme qui a acheté l'arme du crime, préparé la scène, attiré la victime et l'a attaquée par surprise. 7 coups de couteau. 7. Pas un en défense désespérée. 7 en exécution calculée. L'accusée a eu de multiples options, plainte formelle, ordonnance de restriction, refuge temporaire. Elle a choisi de ne pas les utiliser. Elle a choisi, à la place, de faire justice elle-même. Ce choix a des conséquences. 60 ans de prison sans libération conditionnelle. Que cela serve de rappel que dans une société civilisée, nous résolvons les conflits par la loi, pas par la violence. Le jury a délibéré 6 heures. 6 heures pendant lesquelles je suis restée assise dans une cellule d'attente, regardant un mur de ciment gris, me demandant si je passerais le reste de ma vie à faire exactement ça. Regarder des murs gris, attendre des verdicts sur ma vie que d'autres décideraient. Aminata est venue une fois, elle m'a serré la main à travers les barreaux. Quoi qu'il arrive, nous nous sommes bien battus. Je n'ai pas répondu, il n'y avait rien à dire. À 19 heures, on nous a rappelés. La salle était pleine. Presse. Famille de Sékou avec leur visage de haine. Ma mère en larmes au premier rang. Des curieux morbides qui voulaient voir le moment de ma destruction. On m'a mise debout face au juge. L'accusée souhaite-t-elle dire quelque chose avant le verdict? J'ai fait non de la tête. J'avais déjà tout dit. Plus personne n'écoutait. Après examen de toutes les preuves présentées, a commencé le juge avec une voix monotone de quelqu'un qui a prononcé 1000 sentences, cette cour déclare l'accusé Awa Konaté Diallo coupable d'homicide volontaire avec les circonstances aggravantes de préméditation, guet-apens et avantage. Les faits démontrent que l'accusé a planifié et exécuté l'assassinat de son époux de manière calculée, sans lui donner l'opportunité de se défendre. Le reste n'était que bruit blanc. J'ai entendu des mots comme 60 ans, réclusion criminelle à perpétuité selon le code pénal ivoirien, sans possibilité de libération conditionnelle avant d'avoir purgé les 2/3 de la peine. J'ai entendu la mère de Sékou crier « Justice, enfin justice !» J'ai entendu ma mère sangloter. J'ai entendu Aminata soupirer, vaincue. Mais tout arrivait assourdi, comme à travers l'eau. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je ne me suis pas effondrée. Je suis juste restée là, debout, regardant le juge pendant qu'il prononçait chaque mot qui m'enterrait vivante. La défense argue un contexte de vulnérabilité et une action sous peur extrême. Cette cour reconnaît que l'accusé peut avoir vécu une situation familiale difficile. Cependant, la loi ne prévoit pas la légitime défense contre une menace future. La défense préventive, sans agression en cours, ne constitue pas une protection, mais une vengeance. Permettre un tel précédent transformerait le système judiciaire en chaos où n'importe qui pourrait justifier la violence en se basant sur la peur ou le soupçon. L'accusé avait des options légales, plainte formelle, ordonnance de restriction, refuge temporaire. Elle a choisi de ne pas les utiliser. Elle a choisi, à la place, de faire justice elle-même. Ce choix a des conséquences. 60 ans de prison sans libération conditionnelle. Que cela serve de rappel que dans une société civilisée, nous résolvons les conflits par la loi, pas par la violence. On m'a ramené, menottes, chaînes aux pieds cette fois, escortée par 4 gardes, comme si j'étais un danger pour quelqu'un d'autre que l'homme que j'avais déjà tué. Maman a réussi à me toucher la main pendant que je passais. Je t'aime, ma fille, je te croirai toujours. C'était le dernier contact humain aimant que j'ai eu pendant des mois. Le système m'a condamné 2 fois. Une fois à mourir aux mains de mon mari, une autre à mourir en prison. Et à ce moment-là, assise dans le véhicule qui me ramenait à la maison d'arrêt, j'ai compris quelque chose de terrible. Le système n'a jamais eu l'intention de me sauver, seulement de me punir. D'abord pour ne pas avoir été la victime parfaite,
celle qui attend silencieusement sa mort, ensuite pour avoir osé survivre. Fatou est venue me voir 2 semaines après la sentence. Elle avait 8 ans. Accompagnée par ma mère, qui pouvait à peine marcher tant la douleur émotionnelle était forte. Elles se sont assises de l'autre côté de la vitre. Fatou avait grandi. Son visage avait perdu sa rondeur enfantine. Elle avait l'air fatiguée, triste, plus vieille qu'elle n'aurait dû. « Bonjour maman », a-t-elle dit au téléphone. Sa voix sonnait lointaine, prudente. « Bonjour ma chérie, comment tu vas ?»« Bien, l'école va bien. Grand-mère s'occupe bien de moi. » Conversation forcée, peu naturelle. Puis, après un long silence gêné, « Maman, pourquoi tu ne m'as pas sauvée avec toi ?» La question m'a détruite plus que la sentence. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ? Tu as tué papa pour te sauver, mais tu m'as laissé sans papa et sans maman. Pourquoi tu n'as pas pensé à moi ?» Je n'ai pas eu de réponse, parce que la vérité était que j'avais pensé à elle. Tout ce que j'ai fait, c'était pour pouvoir continuer à être sa mère. Pour qu'elle ne grandisse pas sans moi. Mais à la fin, j'avais tout perdu quand même. Et elle aussi. Je suis désolée, Fatou. Je suis tellement désolée. Elle n'a pas répondu. Elle a juste raccroché le téléphone et elle est partie. Elle n'est pas revenue pendant 4 mois. On m'a transférée à la Maka en mars 2014. Prison de haute sécurité à l'est d'Abidjan. Un complexe de bâtiments gris entouré de murs de 6 mètres avec des barbelés électrifiés. Capacité officielle, 800 détenus. Population réelle, 1300. Surpopulation de 60%. Cellules conçues pour 4 hébergeants, 8, 10, parfois 12 femmes. Ma première cellule avait 8 femmes. 2 lits superposés de 4 niveaux chacun. Impossible selon les codes de sécurité, mais c'était comme ça. Je me suis retrouvée au 2e niveau, juste en dessous d'une femme de 50 ans condamnée pour trafic de drogue qui ronflait comme une tronçonneuse. Le matelas était en mousse comprimée de 5 cm. Je pouvais sentir le métal du lit dans mon dos, une couverture fine contre le froid qui, pendant la saison des pluies, pénétrait par les fenêtres cassées, toilettes et lavabos partagés, douche qui fonctionnait 2 heures le matin avec de l'eau froide, odeur constante d'humidité, de moisissure, de corps qui ne peuvent pas se laver correctement. La routine a commencé immédiatement. Réveil à 5h30 quand les gardes frappent les barreaux avec des matraques métalliques. « Debout! Debout! Appel dans 10 minutes !» Formation dans la cour. Froid coupant de l'aube. Dire « présente » quand on crie ton nom et ton numéro, petit déjeuner à 6h, café allongé au goût indéterminé, pain dur, parfois des œufs brouillés liquides qui pouvaient dater de la veille ou de la semaine précédente. Travail assigné de 7h à midi. La buanderie dans mon cas. Laver draps et uniformes dans des machines industrielles qui fonctionnaient à peine. Eau glacée détruisant la peau de mes mains. Déjeuner à 12h30. Soupe de vermicelle, riz, haricots, plantain, poulet bouilli ou ce qui semblait être du poulet. Tout sans goût. Tout cuisiné en quantités industrielles, tout à peine mangeable. Temps libre de 14h à 17h, en cellule ou dans la cour. Rien à faire sauf attendre. Dîner à 18h. Répétition du déjeuner, mais en portions moindres. Comptage du soir à 21h. Extinction des feux à 22h. Essayer de dormir avec les bruits de 13 femmes qui pleurent, crient, rient, font des cauchemars. Les premières semaines ont été les pires. Les autres détenus savaient pourquoi j'étais là. Les journaux avaient largement couvert l'affaire. Pharmacienne assassine son mari de sang-froid. Aucun n'a mentionné les messages, le plan, l'abus, seulement l'acte, seulement le sang. J'étais celle qui a tué son mari dans son sommeil, même si ce n'était pas ça. J'étais l'assassine froide qui l'a poignardé 7 fois, même si c'était chaud, c'était du désespoir, c'était de la survie. Mais les récits n'ont pas d'importance en prison. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait et comment on te classe. « C'est toi qui as tué ton mari ?» m'a demandé une femme appelée Gnima, 42 ans, condamnée pour vol aggravé, leader informel de mon secteur. « Oui. Il le méritait ?»
Il prévoyait de me tuer d'abord. Gnima a considéré cela. Tu as des preuves ou c'est juste ta parole? J'avais des messages. Le juge ne les a pas crus. Typique. Le système ne croit jamais. Elle m'a regardé. Il te frappait? Psychologiquement. Il m'a contrôlé, m'a isolé. Ah, son expression a changé. Compréhension. C'est comme ça que ça commence toujours. Mon ex aussi. Il ne m'a jamais touché jusqu'au jour où il a failli me tuer. Mais des années avant, il me tenait enfermé. Elle m'a regardé différemment après ça. Tu vas t'en sortir ici. Juste ne parle pas de ton cas à personne d'autre. La moitié va te juger, l'autre moitié va se voir en toi. Mieux vaut garder tes distances. Mais je n'ai pas pu garder une distance complète. La prison est un espace réduit où nous finissons toutes par nous connaître. Et mon histoire est inévitablement sortie dans les conversations de cours, de réfectoires, de cellules, pendant les longues nuits où partager des tragédies est la seule forme de connexion humaine. C'est ainsi que j'ai rencontré Lucie Yao, 45 ans, institutrice avant la prison, condamnée en 2011 à 30 ans pour homicide sur son patron. Histoire parallèle à la mienne. Des années de harcèlement sexuel, des menaces de licenciement si elle n'acceptait pas. Une escalade jusqu'à une tentative de viol dans le local de rangement de l'école. Elle lui a planté des ciseaux dans le cou. Il a survécu, mais est resté paralysé. Elle a été condamnée pour tentative d'homicide volontaire. « Je ne regrette pas », a-t-elle dit quand elle m'a raconté. « Je regrette seulement de ne pas avoir parlé avant. » Mais qui m'aurait cru? Il était un directeur respecté. Moi, j'étais une institutrice célibataire de 40 ans. Évidemment, c'était moi qui le séduisais, non? C'est ce qu'a dit son avocat, que je le provoquais avec mes jupes. Je portais un pantalon et un chemisier à manches longues le jour de l'attaque. Ça n'a pas compté. Ça ne compte jamais. Lucie et moi avons formé une alliance en prison. Il te faut des alliances pour survivre. Quelqu'un qui surveille tes arrières à la douche, qui partage sa nourriture quand la tienne est volée, qui te prévient quand quelqu'un projette de te faire du mal. Nous nous asseyons ensemble au réfectoire. Nous travaillions côte à côte à la buanderie. Nous partagions des livres de la bibliothèque de la prison. Nous parlions de nos affaires, de l'injustice systémique, de comment le système est conçu pour punir la survie féminine, mais pardonner la violence masculine. Ma mère continuait à venir toutes les 2 semaines sans faute, jusqu'à ce que sa santé commence à se détériorer. En 2016, on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas. Elle a continué à venir, avec la chimiothérapie, avec un foulard couvrant sa tête chauve, avec une peau jaunâtre et des yeux enfoncés. « Je ne vais pas te laisser seule, ma fille », insistait-elle. « Tant que je peux marcher, je viendrai. » La dernière fois que je l'ai vue, c'était en janvier 2018. Elle pouvait à peine garder les yeux ouverts. « Maman, ne viens plus, repose-toi. » Non, j'ai besoin que tu saches que quelqu'un croit en toi. Elle est morte 3 semaines plus tard. Le cancer avait métastasé au foie, aux poumons, au cerveau. Elle avait 64 ans. On ne m'a pas laissé aller à son enterrement. Risque d'évasion, ont-ils dit. Comme si j'avais où fuir. Comme si le monde extérieur était une option. J'ai pleuré dans mon lit pendant 3 jours. Lucie s'est assise à côté de moi en silence, offrant sa présence quand les mots ne servaient à rien. Fatou venait moins fréquemment. À 10 ans, tous les 3 mois. À 12 ans, tous les 6 mois. À 14 ans, elle a complètement arrêté de venir. J'ai compris. C'était une adolescente en train de construire son identité. Comment intégrer? Ma mère est en prison pour avoir tué mon père dans ton sens de l'être. Tu ne peux pas. C'est plus facile de faire comme si je n'existais pas. Comme si j'étais un épisode du passé qu'il vaut mieux oublier. Je lui ai écrit des lettres. Au début, elle répondait. Des messages courts sur l'école, les amis, la vie chez grand-mère. Puis les réponses se sont espacées, puis elles ont cessé d'arriver. Ma dernière lettre pour elle date de 2020, son 16e anniversaire. Ma chérie. Je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles. Je comprends. J'ai juste besoin que tu saches que tout ce que j'ai fait, c'était par amour, pour vouloir continuer à être ta maman. Je sais que j'ai échoué. Je sais que je t'ai perdu de toute façon. Mais tu as toujours été ma raison de survivre.
Je t'aime. Maman. Elle n'a jamais répondu. En août de cette année-là, une dernière lettre d'elle est arrivée. Maman, je n'en peux plus. Pardon. J'ai besoin d'avancer dans ma vie et je ne peux pas le faire avec ça sur moi. S'il te plaît, comprends. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Juste que j'ai besoin de guérir. Et je ne peux pas guérir si je continue à venir. Pardon. Fatou. Je l'ai lu 100 fois. Je l'ai mémorisé. Je la garde encore dans la seule boîte d'effets personnels qu'on m'autorise à avoir. Les années sont devenues floues. 2015, 2016, 2017. Des jours indiscernables, même routine, même mur. Même odeur de désinfectant et de désespoir. Je suis devenue une fonctionnaire automatique de ma propre vie. Se réveiller, travailler, manger, dormir, répéter. J'ai arrêté de compter les jours. Les chiffres étaient trop dévastateurs. 12 ans accomplis, 48 à accomplir. Si je vis jusqu'à 90, si le diabète ou le cancer ou l'hypertension ou simplement l'usure de vivre dans ces conditions ne me tue pas avant. Comme ça tue tant de femmes ici dedans. Mais j'ai aussi changé intérieurement, profondément. La prison te donne du temps, trop de temps. Du temps pour penser, pour analyser, pour finalement comprendre ce que tu as vécu. J'ai lu voracement. La bibliothèque de la prison a une collection décente, donnée par des universités et des organisations. J'ai lu sur la psychologie de l'abus, sur les cycles de violence, sur les tactiques de contrôle coercitif. J'ai trouvé des descriptions exactes de mon mariage. L'abuseur isole la victime de ses systèmes de soutien. L'abuseur contrôle les finances pour créer la dépendance. L'abuseur alterne entre tendresse et cruauté pour maintenir le déséquilibre. C'était un manuel de ce que Sékou avait fait. Systématique, intentionnel. Ce n'était pas que notre mariage était difficile. C'était qu'il me détruisait méthodiquement. J'ai participé à une thérapie de groupe qu'une organisation extérieure propose en prison. Un cercle de 20 femmes. La plupart condamnées pour avoir tué ou blessé des conjoints ou des membres de la famille abusifs. Toutes avec des histoires similaires. Toutes avec des sentences qui ne reflètent pas le contexte. J'ai tué mon père après 20 ans de viol, a partagé une femme de 30 ans. 50 ans de sentence. J'ai poussé mon mari dans l'escalier après qu'il ait essayé de m'étrangler, a dit une autre de 50 ans. 40 ans. Parce que je n'ai pas pu prouver que c'était de la défense. Une par une, des histoires de survie punies comme des assassinats, et toutes posant la même question, qu'est-ce qu'on était censé faire? Mourir. Je suis devenue une sorte de conseillère informelle. J'aidais les femmes nouvellement arrivées à comprendre ce qu'elles avaient vécu, à mettre des mots sur des expériences qu'elles ne savaient pas nommer. Ce n'était pas ta faute qu'il te contrôlait. Tu n'étais pas folle. Il te faisait croire que tu étais folle. Tu avais le droit de te défendre. Des mots que personne ne m'avait dit quand j'en avais besoin. Des mots qui auraient tout changé si je les avais entendus à temps. En 2018, il y a eu un incident dans la cour. Une détenue plus âgée, 58 ans, abusait systématiquement d'une jeune de 20 ans nouvellement arrivée. Elle lui volait sa nourriture, la forçait à laver ses vêtements, l'humiliait publiquement. La jeune, Aziza, pleurait dans les toilettes chaque nuit. Elle m'a rappelé moi, Fatou. Toutes celles qui souffrent en silence, parce que crier ne sert à rien. J'ai confronté l'abuseuse. Laisse-la tranquille. Ou quoi? Ou je m'en occupe. Elle a ri. Elle a essayé de me pousser. J'ai répondu. Coup de pied, KO. Les gardes nous ont séparés. Isolement pour toutes les deux. 30 jours au mitard. Le mitard a failli me détruire. Cellule de 2 mètres sur 3, sans fenêtre. Lumière fluorescente qui ne s'éteint jamais. Silence absolu, sauf tes propres pensées qui deviennent des cris. Sans contact humain. Nourriture passée par une fente. 20 minutes d'exercice dans une cour de ciment entourée de murs. Tu commences à halluciner vers le 5e jour. Tu vois des ombres qui n'existent pas. Tu entends des voix. Tu converses avec des personnes qui ne sont pas là. Tu perds la notion du temps. C'est le jour? La nuit? Depuis combien de temps suis-je là? Des jours? Des semaines?
Quand je suis finalement sortie, j'avais perdu 6 kilos et une partie de ma santé mentale. Mais Aziza allait bien. Et l'abuseuse me laissait tranquille. Ça en valait la peine. En 2019, une nouvelle est arrivée qui a tout changé. Oumar Diallo, mon ex-beau-frère, avait été arrêté. Tentative d'homicide sur son épouse Patricia. Le schéma était identique. Des années de contrôle, d'isolement. De mise à jour d'assurance vie. Des messages planifiant sa mort. Mais Patricia l'a découvert avant, comme moi. La différence, elle l'a signalé. Et cette fois, la police a agi. Ils l'ont arrêté avant qu'il ne puisse exécuter son plan. Elle a survécu sans avoir à le tuer. Et, miracle des miracles, le juge l'a cru. Les messages ont été admis comme preuve par expertise numérique. Oumar a été condamné en 2020 à 40 ans. J'ai écrit à Aminata. Ça prouve que c'était un schéma familial. Que les Diallo planifiaient des assassinats d'épouses. Que je disais la vérité. Aminata a enquêté. Elle a présenté une requête en appel basée sur de nouvelles preuves de conduite criminelle familiale qui prouvaient la véracité de ma version. Rejetée. Res judicata, a dit le juge. Chose jugée. L'affaire de Madame Diallo a déjà été résolue. De nouvelles preuves sur des crimes séparés ne sont pas une cause pour rouvrir. C'était une logique perverse. Des preuves qui auraient sauvé ma vie sont arrivées 6 ans trop tard. Et parce qu'elles sont arrivées trop tard, elles ne comptent pas. Patricia, l'épouse d'Oumar qui a survécu, m'a écrit une longue lettre. Douloureuse. Awa. J'ai lu sur ton cas. Je suis tellement désolée qu'on ne t'ait pas cru. Moi, j'ai eu de la chance. Oumar a essayé, mais il n'a pas réussi. Et parce qu'il a survécu pour être jugé, le juge a dû croire les messages. C'est injuste. Tu as fait la même chose que moi, survivre. Mais parce que ton agresseur est mort, tu es coupable. Parce que le mien a vécu, je suis victime. Où est la justice ? J'ai répondu, la justice, c'est que tu es libre et vivante, que tu n'as pas eu à choisir entre ta vie et ta liberté. Profite de ta vie. Vis-la pour nous deux. Elle n'a pas répondu après ça. Trop douloureux d'être rappelé combien elle avait été proche d'être moi. 2020 a apporté la pandémie. Covid-19. Le monde s'est arrêté. La prison est devenue un piège mortel. 13 femmes dans un espace fermé. Sans possibilité de distanciation sociale. Avec un système de santé pénitentiaire qui fonctionnait à peine avant le virus. 40% de la population a été infectée. Les gardes apportaient le virus de l'extérieur. Le transmettaient aux détenus. Les détenus se le transmettaient entre elles. Ma cellule a perdu 2 femmes en 1 mois. Rose, 52 ans, condamnée pour fraude. Morte étouffée dans son lit. Il n'y avait pas de ventilateur. Nathalie, 38 ans, condamnée pour trafic. Morte à l'infirmerie improvisée où les médecins étaient des détenus avec une formation au premier secours. J'ai été malade en avril. Fièvre qui m'a fait délirer pendant 5 jours. Tout qui donnait l'impression de me briser les côtes. Impossibilité de respirer profondément. J'ai survécu. Je ne sais pas pourquoi. Chance, génétique, quelque chose. Mais d'autres non. Nous avons perdu 62 détenus à la Maca pendant 2020. 62 femmes que le système avait enterrées vivantes et qui ont fini par être enterrées mortes. L'isolement de la pandémie était différent de celui du mitard, mais tout aussi dévastateur. Enfermées dans cellules 24h/24, sans travail, sans cours, sans visite, juste des murs et du temps. C'est là que j'ai commencé à écrire. J'ai demandé des cahiers par l'intermédiaire d'Aminata, qui était toujours mon avocate, même s'il n'y avait plus rien à faire juridiquement. J'ai écrit mon histoire. Pas la version aseptisée pour le procès. La version complète, crue, réelle. Chaque jour de mon mariage, chaque instance de contrôle, chaque moment où j'aurais dû comprendre, mais où je n'ai pas compris. Chaque seconde de cette nuit. Le poids du couteau, la résistance de la chair, le sang chaud, la vérité sans filtre. Ça fait 4 ans que j'écris.
300 pages jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un les lira un jour. Mais j'ai besoin de documenter. J'ai besoin qu'il existe une trace d'une femme que le système a tuée 2 fois. En 2021, la vie en prison a repris quelque chose qui ressemblait à la normalité. Travail redémarré. Visite restaurée avec des restrictions. Routine familière. J'avais 40 ans, 7 ans accomplis. 53 à accomplir. Mes mains avaient de l'arthrite précoce à cause des années à laver du linge dans l'eau froide. Ma vue baissait, mais il n'y avait pas de budget pour des lunettes. Cheveux presque complètement blancs à 40 ans. Rides profondes. Corps de femme de 60 dans un corps de 40. La prison te vieillit en années de chien. On m'a donné un nouveau travail. Bibliothèque. J'organisais les livres. J'aidais les détenus à trouver des lectures. Je coordonnais un club de lecture mensuel. C'était une paix relative. Les livres ne jugent pas. Les livres ne demandent pas pourquoi tu as commis ton crime. Les livres offrent une évasion, même temporaire, de ces murs. Et j'ai commencé à diriger le groupe de soutien officiellement. Une organisation extérieure, Femmes survivantes, m'a engagée comme animatrice bénévole, groupe de 20 détenus, toutes condamnées pour violence contre des agresseurs. Nous nous réunissions le mardi après-midi dans la salle polyvalente. Nous parlions de culpabilité, de honte, de comment vivre avec le fait d'avoir tué, même quand c'était de la survie. Nous ne sommes pas des monstres, répétais-je à chaque session. Nous sommes des humaines qui ont fait l'impossible pour continuer à être humaines. Certaines pleuraient, d'autres se mettaient en colère. Toutes guérissaient lentement de blessures qui allaient au-delà du physique. Aujourd'hui, c'est février 2025. J'ai 42 ans, 12 ans accomplis à la MACA, 48 ans encore à accomplir si je vis jusqu'à 90. Je travaille à la bibliothèque pénitentiaire de 7h à 14h. Je dirige le groupe de soutien les mardis et jeudis. J'écris mes mémoires dans des cahiers cachés sous mon matelas. Je mange 3 repas institutionnels par jour qui ont le goût du carton. Je dors dans un lit superposé au 2e niveau dans une cellule avec 7 autres femmes. Je me douche à l'eau froide 2 minutes par jour. Je porte des sous-vêtements que j'ai lavés à la main 1000 fois. J'ai 2 changes d'uniforme beige, 3 livres empruntés à la bibliothèque, une photographie de Fatou à 5 ans, avant que tout ne soit détruit. Ce sont toutes mes possessions terrestres. Ma relation avec les autres détenus est respectueuse mais distante. Lucie a été libérée en 2022 après avoir purgé 30 ans, la seule vraie amie que je me suis faite ici. Nous nous écrivons chaque mois. Elle me raconte sa vie dehors. Combien c'est difficile de se réintégrer après des décennies à l'intérieur. Elle me dit que je suis forte. Je ne me sens pas forte. Je me sens survivante. Il y a une différence. La psychologue de la prison, Dr Aïssatou Silla, me voit tous les 2 mois. Comment tu te sens, Awa? Bien, vraiment. Aussi bien qu'on peut l'être après 12 ans ici. Tu penses à l'avenir? J'essaie de ne pas y penser. Le futur, c'est plus de la même chose. Mieux vaut vivre au jour le jour. Tu penses à ta fille? Toujours? Mais elle ne pense pas à moi, c'est mieux comme ça. Tu ressens des remords? C'est la question qu'ils posent toujours. La réponse correcte, celle qu'ils veulent entendre, c'est oui. Mais je ne peux pas la donner honnêtement. Je ne regrette pas d'avoir survécu. Je regrette que ça ait été nécessaire. Je regrette que le système m'ait obligé à choisir entre ma vie et ma liberté. Je regrette que Fatou ait perdu ses 2 parents cette nuit-là. Mais est-ce que je regrette de ne pas être morte? Non. Et si ça fait de moi un monstre, alors je suis un monstre qui respire. C'est ma réalité. 42 ans. 12 accomplis. 48 à accomplir. À moins que le diabète ou le cancer ou simplement l'usure de vivre dans ces conditions ne me tue avant. Comme ça tue tant de femmes ici. Mon monde, c'est une cellule de 6 mètres sur 4. Une cour de béton. Une bibliothèque aux fenêtres grillagées. Mon futur, c'est plus de la même chose jusqu'à ce que mon corps cesse de fonctionner. Mais je ne suis pas morte. C'est ce qui compte. Je ne suis pas morte.
Sékou avait prévu de m'enterrer le 16 mars 2013, et je l'ai enterré lui d'abord. Et c'est pour ça que je respire, et c'est pour ça que j'écris ceci, et c'est pour ça que dans une semaine, je reverrai ma fille. Je ne suis pas innocente. Je n'ai jamais prétendu être innocente. J'ai tué. C'est un fait. Mais je suis aussi une survivante. Et ces deux vérités coexistent. Le monde veut que je choisisse, coupable ou victime, monstre ou ange. Mais la vraie vie n'a pas cette clarté. La vraie vie est grise. C'est du désespoir. Ce sont des choix impossibles entre des options terribles. Mon nom est Awa Konaté Diallo. J'ai 42 ans. 12 ans de réclusion criminelle à perpétuité accomplie. 48 encore à accomplir. J'ai tué mon mari pour ne pas être assassiné. Le système m'a condamné pour avoir survécu. Et maintenant, je vous pose à vous la seule question qui compte. Si c'était vous, avec 15 heures avant votre mort programmée, qu'auriez-vous fait? Parce que tant que vous n'aurez pas répondu à cette question honnêtement, vous ne pouvez pas me juger. Et quand vous y aurez répondu, peut-être comprendrez-vous que je ne suis pas un monstre. Je suis simplement une humaine qui a voulu vivre. Et je paie pour ça jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne Confession derrière les barreaux. Parce que des histoires comme la mienne arrivent tous les jours. Et nous devons en parler avant qu'il ne soit trop tard. Avant que plus de femmes n'aient à choisir entre être des victimes mortes ou des assassines vivantes. Avant que le système ne condamne plus de survivantes pour avoir osé ne pas mourir. Ceci est ma confession, ceci est ma vérité. Et je continuerai à respirer, je continuerai à compter les jours. Je continuerai à être la preuve vivante que parfois survivre est l'acte le plus courageux et le plus puni que tu puisses commettre. Parce que le système ne pardonne pas à celles qui refusent d'être des victimes parfaites. Et moi, j'ai refusé.